9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste spécialiste du banditisme, Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier ouvrage, braqueur, mercenaire, aventurier, la vie de Jean-Louis Rizza de l'OS au grand banditisme. Alors rien à voir avec l'histoire qu'on va raconter, quoique, parce que Jean-Louis Rizza, il a vécu la grande époque des enlèvements en France et ce dont il est question ce matin avec vous Frédéric Ploquin. Alerte aux menaces d'enlèvement dans le milieu des crypto-monnaies. Bruno Retailleau s'y était engagé mardi matin sur Europe 1. Il va réunir ce matin à Beauvau les entrepreneurs du secteur pour travailler à leur sécurité. Oui, parce que les affaires se multiplient d'enlèvements, séquestrations et même actes de torture. On en est à 4 affaires en quelques mois. La dernière en date, c'était mardi, une tentative avortée en plein Paris qui visait la fille et le petit-fils du PDG d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Est-ce que vous distinguez, Frédéric Ploquin, dans ces différentes affaires des constantes ? Mais écoutez, en tout cas, vous avez raison de noter que c'est un retour en arrière pour les vieux policiers, puisque je rappelle quand même qu'il y a une quarantaine d'années, on avait les vieux voyous français qui ne cessaient justement d'enlever avec demande de rançon, non pas des entrepreneurs de la crypto-monnaie parce que ça n'existait pas, mais des banquiers, des PDG, des représentants du patronat, des gens qui avaient potentiellement de l'argent à sortir en cash, et parfois aussi des enfants de ces personnes-là d'ailleurs, parce que c'est le point faible, le point sensible. Donc il y a une espèce de comeback, comme si la jeune génération de voyous issus des cités tout d'un coup avait décidé de ne plus s'en remettre qu'au seul Pablo Escobar, mais de vouloir rappeler les méfaits de Jacques Mérine il y a 40 ans. C'est une espèce de... Oui. Voilà, c'est la première réflexion que je me fais, c'est ça, c'est un retour en arrière. La seconde, c'est que ce que je vais vous dire là va peut-être en surprendre quelques-uns, mais pas tous, si vous voulez. Cette génération issue essentiellement, qui est essentiellement dans le narcotrafic, en fait, est accoutumée à l'enlèvement avec demande de rançon, aux raquettes. Pourquoi ? Parce que à bas bruit, sans que ça se sache dans les médias, puisqu'il y a rarement de plaintes, en réalité, ce type d'enlèvement où on envoie une camionnette avec 4 hommes pour arracher quelqu'un sur un bout de trottoir, ce type d'enlèvement se pratique de manière extrêmement régulière dans le milieu du narcotrafic. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas payer sa dette, quelqu'un qui en a escroqué un autre, un rival qu'on veut, etc. Donc on les enlève de cette façon-là. Donc la technique, la logistique de l'enlèvement, une espèce de rodage dans cette génération. Tout d'un coup, ce qui nous frappe aujourd'hui, ce pourquoi on en parle, c'est que ça sort des quartiers où ça se passe. Les victimes ne sont plus les mêmes. Ce sont plus des membres du trafic, mais des personnes qui travaillent et habitent au centre-ville. Donc on a ces images qui sont assez hallucinantes, d'enlèvement, d'arrachage sur un bout de trottoir. Alors pourquoi ils ciblent les entrepreneurs de la crypto-monnaie ? C'est très simple. Je veux dire, c'est un peu, ça me fait penser un petit peu à Marseille. Vous savez, récemment, ces narcotrafiquants s'en sont attaqués aux rappeurs. Il y a une espèce de proximité, entre les rappeurs. Ils avaient grandi dans les mêmes quartiers. Et là, les entrepreneurs en crypto-monnaie, ils les connaissent parce qu'il y a quand même, faut le rappeler, une partie de l'argent de la drogue qui est blanchi dans la crypto-monnaie. Donc, en fait, ils n'ignorent pas ce que c'est. Je pense qu'il y a pas mal de vos auditeurs qui ne savent pas très bien ce que c'est, comment ça fonctionne, mais eux, ils savent très bien. Oui. Ils savent qu'il y a une intraçabilité, qu'on peut faire bouger de l'argent très très vite d'un bout à l'autre de la planète. Ouais, c'est pas tout à fait vrai ça. Les spécialistes, les gens du milieu de la crypto vous disent non, c'est pas vrai. C'est un grand livre ouvert au contraire les cryptos. Après, on peut évidemment anonymiser, mais il y a aussi ils le voient aussi dans leur téléphone. Les ravisseurs sur les réseaux sociaux voient des entrepreneurs en crypto-monnaie qui font publicité de leur mode de vie. Alors il y a une petite polémique dans le secteur puisqu'on a dit mais attendez, c'est un peu comme si on vous reprochait d'avoir une mini-jupe quand vous êtes une femme. C'est un petit peu le même reproche. Écoutez, il y a le procès actuellement à Paris des ravisseurs de Kim Kardashian, de ceux qui lui avaient volé ce diamant à 7 millions d'euros. Et je rappelle quand même que la manière dont ils avaient été attirés, les gangsters à l'époque, par Kim Kardashian, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils la suivaient sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça aussi, ça fait partie de leur génération. Et cette façon de s'exposer, de se montrer un peu comme le font les rappeurs d'ailleurs, de faire étalage de leur succès et finalement de leur signe extérieur de richesse,
attire le banditisme. Après, il suffit pas de se connecter. Il faut quand même. Moi, c'est autre chose qui me frappe dans cette histoire. Il y a un mélange, je trouve, d'amateurisme et de professionnalisme. C'est-à-dire d'amateurisme, parce que là, bon, on a bien vu dans la dernière affaire que ils ont été mis en fuite par un extincteur quand même. Voilà, puis si vous regardez bien la vidéo, ils étaient mal garés, pas bien positionnés, pas prêts pour le départ. Ils sont en plein Paris, donc il y a un mélange, un mix comme ça. Ils sont très très jeunes, d'amateurisme et de professionnalisme quand même qui inquiète, puisque ils arrivent tout de même à enquêter un petit peu, à localiser la cible, un petit peu comme ils l'ont fait récemment, comme ça a été vu récemment. Vous savez, quand les trafiquants de stupéfiants ont décidé d'impressionner l'État et d'attaquer les surveillants de prison chez eux, il y avait ce même mélange, c'est-à-dire d'actions à moitié pas bien faites, et en même temps ils arrivaient au domicile, et en même temps ils attaquaient la plupart du temps la bonne voiture, ils brûlaient la bonne voiture. Donc, il y avait, c'est ça qui inquiète aussi, c'est qu'il y a un savoir-faire et en même temps un amateurisme qui fait que ça peut à tout moment complètement dégénérer, et que quand vous coupez le doigt de quelqu'un, vous savez pas jusqu'où ça peut aller. Vous n'êtes pas, voilà, alors semble-t-il, les ravisseurs de David Ballan, donc le patron de la société Ledger, qui fabrique des portefeuilles pour les crypto-monnaies, avaient pour projet de lui, alors quelque chose qu'on voit dans les films, c'est absolument affreux, de lui percer les genoux avec une perceuse. On a appris ça dans l'enquête. Et alors justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça fait très cinématographique. On a l'impression aussi de ravisseurs qui apprennent en regardant des films d'action sur Netflix. Écoutez, je sais pas qui enseigne à qui. Moi, cette histoire de perceuse dans les genoux, je l'avais raconté dans un livre paru il y a 15 ans, ça concernait à l'époque une guerre entre Manouches et Maghrébins en région parisienne. C'était une histoire vraie. Après des histoires vraies que vous racontez, que nous journalistes on raconte dans nos livres, elles se retrouvent au cinéma. Donc on ne sait plus qui inspire qui. C'est un peu légende urbaine, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire quand vous avez un Redouane Faïd qui se met à braquer des fourgons blindés et qui vous dit mais j'ai appris ça en regardant en regardant Hit, voilà, en regardant Hit. Michael Mann. Mais Hit a été fait à partir aussi de faits réels, donc ça marche dans les deux sens. C'est là. Il y a aussi quelque chose nourrir le réel et vice versa. Chose que je trouve intéressante aussi dans cette affaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Frédéric Ploquin. Bruno Retailleau a dit que dans ces affaires d'enlèvement dans le milieu des crypto-monnaies, il n'excluait pas que les équipes soient en fait les exécutants pour des commanditaires qui seraient basés à l'étranger, des ravisseurs qui exécuteraient une commande. Ça aussi, c'est une tendance qu'on observe dans le banditisme d'aujourd'hui en France. On se spécialise sur un segment très précis de l'activité criminelle, Frédéric Ploquin. Oui, et puis surtout les barons de la drogue ont appris à se mettre à l'abri, soit à l'étranger, soit entre guillemets, ils sont pas tout à fait à l'abri, mais dans leur cellule de prison, et à commanditer, soit depuis un pays étranger, soit depuis leur cellule, des actions de ce type-là. En fait, l'habitude qui a été prise, c'est de recruter des petites mains qu'on envoie à l'abattoir, et on le voit à Marseille dans certains assauts faits contre des points de deal, on le voit dans certaines opérations homicides, dans certains règlements de compte, où finalement les personnes qui passent à l'acte sur le terrain connaissent à peine leur commanditaire, ne l'ont jamais vu et connaissent pas non plus la cible. Le fait qu'ils n'aient jamais vu leur commanditaire, c'est une espèce de coupe-circuit, si vous voulez, qui permet, en cas d'arrestation par la police, qui va pas permettre à la police de remonter facilement au commanditaire. C'est un peu le même principe. Donc il y a une ubérisation, on va dire globale. Le ministre a raison de ce point de vue-là. Et c'est une note d'ailleurs de la police judiciaire qui le confirme. Une espèce d'ubérisation où on a l'impression qu'on a à disposition des petites mains sur tout le territoire, recrutées par les réseaux sociaux, susceptibles pour un billet de faire des opérations dont ils connaissent à peine les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que ce soit attaquer un surveillant de prison, enlever un entrepreneur ou assassiner un trafiquant de stupéfiants. Merci Frédéric Ploquin d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage avec Jean-Louis Riza qui raconte sa vie, braqueur, mercenaire, aventurier de l'OS au grand banditisme. Et il y a des enlèvements dans la carrière de Jean-Louis Riza. Voilà, c'est aussi ça qu'on peut dire, c'est que les affaires d'aujourd'hui rappellent des choses observées dans les années 70-80. C'est une espèce de revival étonnant. Voilà, l'histoire est un éternel recommencement. Merci. Et bonne journée à vous. Bonne journée Frédéric Ploquin. Il est 7h20 sur Europe 1. 7h, 9h.